Nouvelle vidéo, nouvel exercice. Nous continuons nos investigations d'analyse convexe. Cet exercice probablement vous intéressera plus que les autres parce que c'est un exercice que j'ai donné en examen cette année, en 2019-2020. Aux étudiants, donc pour vous donner une petite idée du niveau de l'examen, en fait, il n'y a rien de vraiment compliqué à partir du moment où les questions dures ont des indications. Il y a deux indications sur les questions dures. En fait, astucieuses, ce n'est pas dur en soi. Une fois qu'on a l'indication, c'est assez simple. Et aussi pour vous dire que le professeur Brebru est un être bon. Fondamentalement bon et bienveillant, puisqu'il ne laisse pas ses étudiants sans indication quand ça devient dur. Alors, regardons un peu de quoi il s'agit. Donc, on se donne deux applications, f et θ, qui vont de R+ dans R+. Donc, en particulier, il faut tout de suite avoir compris qu'elles sont à valeur positive. Et on les suppose de classe C2. Et on fait 4 hypothèses qui incriminent f et θ. La première, c'est que f est bornée, donc comme elle est à valeur positive, ça vient de dire qu'elle est majorée. θ' est bornée, bien. Et ensuite, deux conditions techniques qui portent en fait sur cette valeur, θ' moins θ seconde. Et là, il faut avoir bien compris comment peut apparaître une telle chose. On va voir ça dans 5 secondes. Donc l'hypothèse H3, c'est dire que à partir d'un certain rang, cette fonction-là est minorée par une constante non nulle. Oui. Et la quatrième condition, qui est la plus forte en fait, nous dit que la dérivée seconde est supérieure à cette fonction fois f, et on exige que le tout soit positif. Vous voyez qu'à partir de x0, ça sera bien le cas, puisque ça c'est supérieur à une constante non nulle. Et f étant non nul, bien vous voyez qu'à partir de x0, la dernière condition est toujours satisfaite. Donc là, H4 vous rajoute en plus le fait que cette chose-là est positif, voire nul. Bien. Et on attaque tout de suite par la question petit a. La question petit a, on vous demande de trouver plein d'exemples qui illustrent certaines de ces propriétés. Alors on fixe tout d'abord θ de x égale x, oui, et on vous demande de trouver une fonction f non nulle, telle que θ de x égale x et f satisfont ces 4 hypothèses. Alors, on regarde déjà que les hypothèses H2 et H3 qui ne portent que sur θ sont bien vérifiées. Eh bien, H2, c'est, semble-t-il, OK, puisque qu'est-ce que c'est que la dérivée? C'est 1, et 1, c'est une fonction constante, donc c'est borné. Et H3, ben, c'est aussi OK. Pourquoi? Parce que la dérivée première, c'est 1, et la dérivée seconde, c'est 0. Donc cette quantité-là vaut 1. Et donc, vous avez qu'à prendre x0 égale 0, et puis c égale 1 dans cet énoncé, pour voir que c'est bien satisfait. Alors, on vous demande de trouver une application f non nulle qui satisfait finalement H1 et H2. Donc, vous voulez f qui soit majoré, oui. Et vous voulez, donc ça c'est la condition H1, et la condition H4, eh bien ça va être que, quel que soit x positif, vous voulez que la dérivée seconde de f soit supérieure, alors cette quantité, on a vu que c'était très exactement égal à 1. Vous voyez que f soit positif, ça c'est donné. Bon, si vous regardez le cas d'égalité, qu'est-ce que vous connaissez comme fonctions qui sont égales à leur dérivée seconde? Par exemple, l'exponentielle. Alors le problème de l'exponentielle, c'est qu'elle n'est évidemment pas majorée, mais comme vous
dériver deux fois, bien vous pouvez vous autoriser un signe moins dans l'exponentielle, si bien que, par exemple, exponentielle moins x, et bien de classe C2, est bien valeur positive, et elle vérifie que f seconde égale f, et donc voilà un exemple non nul de fonction qui satisfait ça. On va voir que, en fait, ça joue un grand rôle dans l'exponentielle joue un grand rôle dans cet exercice. Bien, alors ensuite, on vous demande de trouver donc θ est quelconque, donc on fixe tel θ, pardon, quelconque, donc on demande juste qu'elle soit de classe C2, et on veut trouver un exemple de fonction qui satisfait l'hypothèse H4, juste l'hypothèse H4, donc pas les trois premières, donc f et θ positif de classe C2. Ok, alors c'est là qu'il faut essayer de comprendre d'où provient cette quantité-là. Vous voyez, ça ressemble à un produit de dérivée et une dérivée seconde. On sent qu'il y a des propriétés liées, par exemple, la dérivée d'un rapport, ou vous voyez, c'est des petites choses qui apparaissent comme ça. Et en fait, ce qu'il faut avoir vu dans cet exercice, c'est que ça, eh bien, c'est la dérivée, en fait, de... Enfin, c'est une chose qui apparaît quand vous dérivez la fonction exponentielle moins θ de x. Parce que quand vous la dérivez, eh bien, ça vaut moins θ' de x, exponentielle moins θ de x. Et si vous la dérivez une deuxième fois, eh bien, vous allez dériver une première fois ici, donc vous allez avoir moins θ seconde exponentielle moins θ de x. Quand vous redérivez, ben vous avez un plus θ' fois θ', c'est-à-dire θ' de x carré exponentielle moins θ de x. Donc l'astuce, c'était... Enfin, ça va être moultement exploité, cette astuce, ou plutôt cette propriété, c'est que la dérivée seconde de cette application fait apparaître celle-là. Eh bien, vous voyez que vous voulez satisfaire H4, eh bien vous n'avez qu'à satisfaire que le cas d'égalité. Eh bien vous voyez que la fonction f de x égale exponentielle moins θ de x a cette propriété-là. Voilà. Vous voyez d'ailleurs que c'est une généralisation, le sujet est bien conçu, c'est une généralisation du premier cas, puisque θ de x égale x. On avait vu exponentielle moins x. Donc quand vous êtes capable de faire ça, bah, a priori, vous pouvez intuiter pour pouvoir faire ça. Très bien. On passe à la troisième type d'exemple. On vous pose la question de savoir quelles sont les applications polynomiales. Oui, donc les θ appartiennent à R de x qui satisfont les propriétés... alors où est-ce qu'il est énoncé? Qui satisfont les propriétés H2, H3. Alors, la première chose, c'est que si θ est polynomial, eh bien θ' est polynomial. Mais dans ces conditions, eh bien, dire que θ' est borné, eh bien, une fonction polynomiale est bornée sur un intervalle non borné, eh bien, si et seulement si elle est de degré 0. C'est-à-dire si et seulement si elle est constante. Donc, H2 équivaut dans cette situation-là à dire que θ' égale constante. Hein, je répète, c'est le fait qu'on travaille sur un intervalle qui ne soit pas borné. Donc, ce qui équivaut à dire que, bien, il existe A et B qui appartiennent à R, tel que θ de x soit égal à x plus b. C'est bien équivalent. Et maintenant, bah, une fois que j'ai ça, regardons à quoi équivaut l'hypothèse H3. Eh bien, H3, une fois que j'ai cette forme-là, ça va équivaloir à... Alors, θ', ça me fait A, donc ça va me faire A carré, supérieur ou égal à C. Donc, il existe C, il existe X... Alors, le C, il existe X0, quel que soit... Vous voyez qu'il n'y a plus de variable ici, donc je m'en fous du X0. Et donc ça, bien, dire que A carré est supérieur à une constante non nulle, c'est juste dire que A est non nul. Donc la conclusion,
c'est que c'est exactement les applications polynomiales qui satisfont ces propriétés, c'est exactement les applications de la forme ax plus b, avec a appartient à R étoile et b appartient à R. Ok. Ensuite, dernière chose, donner un exemple d'application θ qui vérifie h de 3 et qui ne soit pas polynomial. On va essayer de montrer ça. Bien. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin que θ' soit borné. Oui. Et on a besoin que θ' de x au carré moins θ seconde de x soit supérieur à une certaine constante à partir d'un certain. Ok. Bon, alors il faut penser, plutôt que penser θ, il faut penser θ'. Vous voyez qu'ici, les conditions portent sur θ' et θ seconde. Donc il faut essayer de trouver une fonction θ' bornée qui vérifie que θ' moins sa dérivée soit strictement positif à partir d'un certain rang. Bah, pensez par exemple à quelque chose, vous voyez, on voudrait quelque chose qui possède une limite en plus l'infini. Voilà. Éventuellement qu'il soit croissante, ça impliquerait que sa dérivée seconde soit positive, mais telle que la dérivée seconde tende vers 0. Donc ça doit pouvoir se trouver, réfléchissons, un truc borné en l'infini, qui a une limite en l'infini, et dont la dérivée, par exemple, tend vers 0, et bien par exemple, pensez à θ' de x égale arc tangente x. Ça, c'est bien C2, c'est infini, hein, sa valeur positive. La dérivée seconde, eh bien c'est 1 sur 1 plus x2, qui tend vers 0, et ça tend en plus l'infini, et ça tend vers pi sur 2. Eh bien, vous voyez qu'à partir d'un certain rang, cette différence, puisque c'est des fonctions continues, cette différence va tendre vers pi sur 2, donc à partir d'un certain rang, à partir d'un certain x0, ça va certainement être supérieur à n'importe quelle constante compris entre 0 et pi sur 2, exclu. Bien, et donc si vous voulez la fonction θ, ben, θ c'est une primitive. Hein, primitive de arctangente. Alors il faut une primitive positive, donc je vous rappelle comment ça se calcule, une primitive de arctangente, il suffit de faire une intégration par partie, vous dérivez arctangente, et vous primitivez 1, ce qui vous donne x, donc c'est x arctangente de x, moins une primitive de x sur 1 plus x de 2. Et là, vous voyez apparaître une forme remarquable, U' sur U. Donc, les primitives d'arctangente, je les ai toutes. Ce sont les x arctangente de x, moins, donc U' sur U, moins log de, alors 1 demi, puisque j'ai un facteur 1 demi, 1 demi de 1 plus x de 2. Et plus constante. Alors parmi elles, bah, il faut en trouver une positive, il faut trouver une constante positive. Vous voyez qu'en l'infini, ça se comporte comme pi sur 2 x, et ça va se comporter comme log x. Donc on voit bien que ça va tendre vers plus l'infini. Donc il suffit de prendre une constante qui éventuellement enlève les valeurs négatives, mais en fait le problème ne se pose pas puisque la dérivée de cette fonction c'est arctangente. Arctangente est positif, donc ça c'est une fonction croissante, hein, cette primitive est croissante, et en 0, eh bien vous voyez qu'elle vaut 0. Donc du coup, bien, je peux par exemple prendre ça 0. Cette fonction-là est une fonction à valeur positive qui vérifie les propriétés qui me sont demandées. Et voilà pour le petit deviendra grand. Et pour le petit a. Et maintenant, on va passer au petit b.
Alors le petit b, ben là c'est peut-être la question la plus facile de toute l'histoire. Pourquoi? Bien parce que, vous voyez que l'hypothèse H4, elle vous dit que f seconde est plus grande que cette quantité et on a rajouté 0. Donc c'est plus grand que 0. Donc f seconde est positive, bah ça je vous renvoie à votre cours, ça implique bien sûr que f est convexe. Donc cette question, elle est rapide. Voilà. Alors on arrive à la question astucieuse. Montrer que f est décroissante. Bien. Et là, on vous suggère d'utiliser la caractérisation de la convexité en termes de tangente sous la courbe. Alors c'est possible puisque ma fonction est de classe C1, donc je peux parler de tangente. Et on vous suggère de montrer par l'absurde que f' est toujours négative. Alors par l'absurde, on supposons qu'il existe un x0 qui appartient à 0 plus l'infini, tel que f' de x0 soit strictement positif. Oui. Donc, voilà ma courbe. Hop. Puis là, j'ai mon x0. Je vous rappelle que dans le cas des fonctions de classe C1, on l'a vu dans le cours, fonction est convexe, de classe C1 est convexe, si et seulement si elle se positionne au-dessus de ses tangentes en tout point. Donc, f convexe, ben, ça va impliquer que, quel que soit x appartient à R+, la fonction f de x est supérieure, donc là j'ai f de x, et là j'ai ma tangente en x0, à la tangente en x0 de x, et l'équation de cette tangente, ben, elle s'obtient précisément grâce à la dérivée. C'est f' de x0, x moins x0, plus f de x0. Bon, et ben seulement le point c'est terminé, c'est que ça c'est une droite affine et sa pente est strictement positive, donc ça limite en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, donc ça implique que limite par le théorème des gendarmes, f de x soit égal à plus l'infini. Et ça c'est absurde, pourquoi? Bien parce que c'est l'hypothèse H1, f est majoré. Donc c'est absurde. Par l'hypothèse H1. Conclusion, ben, ce qui est faux, c'est d'imaginer que f' puisse être strictement positif. Donc, je venais de montrer que, quel que soit x appartient à R+, f' de x est inférieur ou égal à 0. Ben, si f' de x est négatif, ça implique que f est décroissante. Et vous avez gagné, bingo! Et vous pouvez passer à la question D, qui est pas compliquée, elle ne nécessite pas d'indication. La question D, on vous demande de déduire de ce qui précède, que les fonctions f et f' admettent toutes les deux des limites en plus l'infini, et de les positionner. Alors on va commencer par f, qu'est-ce qu'on a montré? On sait que f est positive et que f est décroissante. C'est donc une fonction décroissante minorée, bien ça, il y a un théorème qui vous dit que ça implique que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x, on va l'appeler lambda, on va en avoir besoin tout à l'heure, elle existe. Et on sait même un peu mieux, puisqu'elle est minorée par 0, mais on sait que lambda va certainement être positif ou nul. Donc voilà, ça c'est la question petit d. Voilà pour la question petit d. Pour f, et maintenant f', eh bien, l'hypothèse H4, c'est que f seconde est positive. Donc je sais que f' est négatif, ça c'est ce que j'ai montré juste à la question suivante, et la dérivée de f', c'est f seconde est positif, donc f est croissante. J'ai donc une fonction croissante majorée, et bien toujours pour les mêmes raisons, une telle fonction monotone bornée possède toujours des limites, plus l'infini. On va l'appeler mu, bien cette limite existe. Et comme je suis majoré par 0, eh bien on peut même préciser que la limite est négative. Et voilà pour la question D, c'était pas très compliqué. Alors la question E, on vous demande de montrer que lambda égale mu
et u égale à la position, ça va impliquer que ça sera forcément 0. Oui, c'est-à-dire que ces fonctions, pardon, il manque un prime ici, ces fonctions f et f', elles convergent, elles tournent toutes les deux vers 0. Alors là, l'indication, c'est magnifique. L'astuce est redoutable. On va voir ça. Et un coup de cuillère à peau. On va commencer par la limite de f'. Et on vous suggère d'appliquer l'égalité des accroissements finis. F sur le segment x plus 1. Bien, f est dérivable sur, je peux l'écrire, f est dérivable sur x plus 1 ouvert et continue sur x plus 1 ouvert, fermé, pardon. Donc je peux appliquer le théorème des accroissements finis qui me dit quoi? Eh bien, il me dit qu'il existe une constante. Alors, cette constante, elle va dépendre de x, c'est pour ça que je mets c indice x, qui appartient à l'intervalle ouvert, x plus 1, tel que le taux de variation de ma fonction f, donc f de x plus 1, moins f de x, sur x plus 1 moins x, soit égal à la dérivée en cette valeur, c de x. Bon, et l'astuce, c'est évidemment que ça, eh ben, ça vaut 1. Donc j'ai f de x plus 1 moins f de x égale f' de c de x. Et la remarque, c'est que x est plus petit que c de x. Donc ça implique que la limite de c indice x, de cette constante, quand x tend vers plus l'infini, bah, ça vaut plus l'infini. Alors cette petite remarque, elle a son importance. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai montré à la question précédente que f' possédait une limite en l'infini, et donc les théorèmes de composition de limite, là je le vois comme fonction en x, hein, c indice x, cette fonction elle tend vers plus l'infini, donc le théorème de composition des limites me dit que ça, quand x tend vers plus l'infini, eh bien ça va tendre vers la limite en plus l'infini de f', c'est-à-dire vers mu. Bon, et maintenant de l'autre côté, eh bien je sais que ça tend vers lambda en plus l'infini, et puis à nouveau, théorème de composition des limites, x plus 1 ça tend vers plus l'infini, donc f de x plus 1 tend aussi vers lambda. Seulement lambda moins lambda, ça fait 0, et donc vous venez de montrer que mu égale 0. J'attire votre attention sur le fait que si je n'avais pas su que f' possédait une limite, je ne pouvais rien dire. Il ne faut pas lire à l'envers les théorèmes. Il se pourrait très bien que la composée de deux choses possède une limite sans que la première fonction possède une limite. Il était donc capital de montrer que f' possédait une limite en plus l'infini. Ok, alors ensuite pour f, eh bien on vous conseille on vous suggère de procéder de la même manière. Eh bien allons-y. Je rapplique, puisque f' est dérivable, sa dérivée c'est f seconde, eh bien je réapplique le théorème des accroissements finis, mais ce coup-ci à f'. Donc c'est pas le même c de x ici, hein, mais il existe une constante telle que f' de x plus 1 moins f' de x soit égal à f seconde de c de x. Oui, et je ne sais rien sur c de x, donc je peux pas... je vais évidemment faire un passage en l'infini. Alors je sais par contre que f' maintenant tend vers 0, donc ça tend en plus l'infini vers mu égale 0, ça tend en plus l'infini vers mu égale 0, donc tout ça tend vers 0. Seulement, alors je sais que c de x tend vers plus l'infini, seulement je sais rien a priori sur f seconde. Mais j'ai pas besoin de ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que me montre la chose ici, c'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de f seconde de c de x vaut 0. Oui. Alors je peux certes pas en déduire quelque chose sur la limite de f seconde, mais je peux utiliser, là je reviens à mes hypothèses, je peux utiliser l'hypothèse H4. Et ça c'est formidable. Pourquoi? Eh bien parce que je sais que f seconde de x, de c de x, pardon, est certainement supérieur à
θ' de c de x au carré moins θ seconde de c de x fois f de c de x. Ça, je sais que c'est positif. Donc ça, c'est l'hypothèse H4. Oui. Mais l'hypothèse H3, elle vous dit que cette quantité-là est non nulle, mais pire, elle est minorée par une constante. Et vous remarquez que si x est supérieur à x0, bien c de x qui vit dans x plus 1, il est lui-même supérieur à x0. Donc ça, bien je peux le minorer, θ' de c de x, je peux le minorer par c. Et donc du coup, eh bien je viens de montrer que, quel que soit x supérieur à x0, f seconde de c de x est supérieur à cette constante c fois f de c de x. Bon, bah vous voyez le déroulé. Maintenant, je fais tendre ça vers 0, parce que c'est ce que j'ai montré, quand x tend vers plus l'infini. Et f possédant une limite, alors par le théorème des gendarmes, ça veut dire que ça va converger, mais f possédant une limite, bien f de c de x quand x tend vers l'infini, ça va tendre vers cette limite. Donc ça tend vers c lambda. Oui. Et je garde les inégalités. Et c est non nul, bien vous voyez que ça veut dire c lambda est nul, donc ça implique que lambda est nul. Et à nouveau, j'attire votre attention sur le fait que je n'ai pu conclure parce que j'ai montré préalablement que f possédait une limite. Si je n'avais pas montré que f possédait de limite, je n'aurais rien pu écrire. Hélas. Très bien. Eh bien, cela démontre la dernière propriété. Et grâce à ça, eh bien, on va pouvoir passer maintenant à l'application. Une fonction f qui est θ qui satisfont ces quatre hypothèses, et bien on va voir qu'il y a une majoration qui est assez puissante grâce à l'exponentielle. Donc c'est la question petit f. Alors petit f, quel que soit x supérieur à 0, on pose h de x qui est égal à f' de x plus θ' de x fois f de x fois exponentielle moins θx. Alors, est-ce que tout ça est bien défini? Oui, puisque f et θ sont C2. On peut même dire un peu plus, c'est que comme elles sont C2, leurs dérivées sont C1. Donc ça c'est C1, ça c'est C1, tout est C1, donc je peux évidemment dériver h pour étudier ces variations, en déduire son signe. Alors dérivons h en x, eh bien j'ai d'abord dérivé cette chose-là, donc ça me fait f seconde de x, plus, alors je dérive un produit, θ seconde de x, f de x, plus θ' de x, f' de x, fois cette chose-là, mais je vais le factoriser tout de suite, donc fois ça, fois la dérivée de ça, fois cette exponentielle, donc je factorise toute l'exponentielle, je préfère aller un peu plus vite, donc ça revient, la dérivée de ça c'est moins θ', donc ça revient à multiplier moins θ' cette quantité, et le rajouter, donc ça me fait moins θ' de x, f' de x, moins, bien là j'ai θ' de x au carré, f de x, et j'ai exponentielle moins θx. Et la nature est bien faite, évidemment, puisque cette quantité se tue. Et là, comme par miracle, vous retrouvez la quantité ici. Ok, donc ça vaut f seconde de x, et je vais mettre un signe moins θ' carré de x, moins θ seconde de x fois f de x, le tout fois exponentielle moins θ de x. Bon, et ben merci l'hypothèse H4, parce que l'hypothèse H4, elle dit quoi? Elle dit que ça moins ça va être positif. L'exponentielle étant toujours positif, donc ça
c'est positif par l'hypothèse H4. Conclusion des courses, tous courus. Et bien ma fonction H elle est croissante. Sa dérivée positive. H est donc croissante. Et pour déterminer son signe, eh ben, je vais regarder si des fois elle ne posséderait pas une limite en plus l'infini, ce qui serait très bien. Donc h de x en valeur absolue, c'est valeur absolue de f' de x plus θ' de x f de x fois valeur absolue d'exponentielle moins θ de x, je n'ai pas à m'en soucier. L'hypothèse importante ici, c'est que θ est à valeur positive. Donc cette exponentielle, c'est une exponentielle de valeur négative, donc c'est certainement plus petit que 1. Donc ça, c'est majoré par la valeur absolue de ça, et j'utilise maintenant le théorème qui me dit que l'inégalité triangulaire, qui me dit que, eh bien, la valeur absolue d'une somme, c'est majoré par les sommes des valeurs absolues. Ok, et maintenant, eh bien, j'utilise l'hypothèse H2. L'hypothèse H2 me dit que cette quantité est majorée, puisque θ' est bornée. Donc ça, c'est majoré par une certaine constante, hein, où valeur absolue de θ' de x est majorée par m, quel que soit x à partir de r. Bon, ben vous me voyez arriver, ça c'est positif. Et qu'est-ce que vous avez montré la question précédente? Vous avez montré que f' et f tendaient tous les deux vers 0. Ben, c'est merveilleux parce que le théorème des gendarmes vous dit que la limite de valeur absolue de h de x vaut 0, c'est-à-dire que x en plus l'infini a une limite nulle. Ben, votre fonction est croissante, elle croît, et elle tend vers 0. Ben, ça, vous en déduisez bien sûr que h est négative. Bon. Alors ensuite, on vous suggère de considérer la fonction g de x égale f de x exponentielle θx. Oui. Bien, cette fonction, elle est même de classe C2, celle-là, mais je vais juste, hein, on vous demande juste d'étudier ces variations. Donc je vais la dériver. Eh bien, g' de x, c'est f' de x. Je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé. f' de x exponentielle θx que je vais factoriser. Donc, plus θ' de x, f de x. Exponentielle θx. Et vous voyez que bien, c'est la chose qui apparaît ici. Mais est-ce que vous avez montré, donc ça c'est positif, mais vous avez montré que h était négative. Or h c'est très précisément cette quantité-là fois exponentielle moins θx. Exponentielle moins θx est positive, donc ça veut dire que cette quantité-là est négative. Oui. Et donc ça implique que g' est négative, c'est-à-dire que g décroît. C'est merveilleux parce que la question petit g, la question finale, elle découle immédiatement parce que j'ai donc quel que soit x positif, bien comme g décroît, j'ai g de x qui est plus petit que g de 0. Mais g de 0, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est f de 0 exponentielle θ de 0. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est f de x exponentielle θ de x. Donc il suffit de multiplier par exponentielle moins θ de x pour obtenir finalement cette propriété qu'on cherche à établir dans cet énoncé sous les hypothèses H1, 2, 3, 4. C'est que f de x est certainement majoré par f de 0 exponentielle de θ0 moins θ de x. Bien, on va faire une application avec... on va rajouter un petit rab. Une application, eh bien, on va reprendre la fonction θ de x.
égale x, et on va regarder ce que deviennent les hypothèses. Alors, on cherche f qui vérifie h1, c'est-à-dire f majoré. Ensuite, ah ben voilà, là c'est bien écrit. Ensuite, eh bien, θ' est borné, vous voyez que ça n'a plus lieu d'être. H3, cette condition n'a plus lieu d'être, hein, puisque θ vérifie un h de H3. Et donc, vous cherchez juste une fonction qui vérifie que f seconde de x est minoré, pardon, par... Alors, cette quantité vaut 1 pour ce choix, donc par f de x. Vous voyez, l'exercice original, c'était celui-là. On regardait juste ces deux conditions. C'est moi qui ai rajouté quelques hypothèses pour le généraliser un peu plus. Bien. Et ce que montre l'exercice, c'est que ça implique que f de x est majoré par f de 0 exponentielle de, donc θ de 0 c'est 0, et moins θ de x. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que vous voyez que cette solution-là, on l'a vu à la question A, c'est précisément le cas d'égalité. Et donc ce que ça vous dit, c'est qu'une telle fonction est majorée par la fonction, et cette fonction-là, c'est la fonction optimum, c'est celle qui donne la plus grande valeur, et correspond au cas d'égalité, ce qui est une chose assez jolie. Hein. Vous voyez, en fait, derrière, il y a un résultat très probablement d'optimisation, d'optimisation dans un ensemble de fonctions. Voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous aura intéressé, et surtout que vous aurez dédramatisé sur les examens. Vous voyez que on a utilisé essentiellement des questions de L1, d'analyse réelle, à savoir les théorèmes d'existence de limites de fonctions monotones, des théorèmes de composition de limites. On a utilisé l'égalité des accroissements finis, et puis bon bah il y a finalement assez peu de choses sur la convexité ici. Hein. La convexité a découlé de l'hypothèse H4. Voilà, bonne soirée, bonne matinée pour ceux qui se lèveront demain, et que ceux qui dormiront ou éventuellement seront morts, eh bien, on vous dit à bientôt. Voilà, voilà. Et vive les maths.